Merci d'être là. Bienvenue à ce lancement du grand entretien documentaire avec Lucie, notre chère Lucie Sauvé. Alors, bienvenue à vous qui êtes en Zoom à la maison. Bienvenue à toutes ces belles personnes qui sont ici en salle avec nous. Donc, je me présente, je suis Laurence Brière, professeure au département de didactique ici à l'UQAM et directrice du Centraire. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir au nom de toute l'équipe du centre. Et chaque année, au mois d'octobre, le Centraire tient les journées de l'éducation relative à l'environnement. Puis en octobre 2021, on a souligné l'apport exceptionnel de notre chère Lucie, professeure chercheur émérite, au développement de notre champ de recherche et de formation. Parce que qui, dans notre communauté de l'éducation relative à l'environnement, n'a pas été touché par sa rencontre avec Lucie? Qui n'a pas été profondément inspiré par la lecture de ses textes, par sa vision de l'éducation? Je l'entends encore aujourd'hui parmi nos étudiants et étudiantes qui n'ont pas eu la chance de te rencontrer, mais qui t'ont lu, qui t'ont vu en conférence. Alors, puis lors de cette soirée du 14 octobre, on était nombreux, professeurs, étudiants, acteurs du milieu de l'éducation, dignitaires, à souligner, euh, et en provenance du Québec, d'Europe, d'Amérique latine, à rendre hommage à Lucie, à lui manifester notre amour, à la remercier pour tout ce qu'elle a donné et continue de donner, parce que son engagement et de tout moment à ce qu'elle a si bien appelé notre société éducative. Donc, ça fut un moment chargé d'émotions et de signification. Donc, et ce soir, ben, on reprend pour un autre moment peut-être plus intimiste entre nous. Puis je suis très contente de voir parmi vous des gens aussi qui ont mené des luttes citoyennes avec Lucie. Alors, ça fait chaud au cœur de vous voir parmi nous. Puis les luttes citoyennes, c'est des moments aussi, des moments, puis des creusets, en fait, comme tu nous le dis si bien, d'engagement et d'éducation. Alors, ça a tout son sens que vous soyez avec nous aujourd'hui. Puis donc, ben, depuis, notre cher collègue Adolfo Aguadez Rodriguez a eu l'excellente idée de co-réaliser avec Sylvie Lapointe, qui est aussi avec nous, un grand entretien documentaire que l'on va visionner ce soir, qui revient sur la trajectoire et les aspirations de Lucie. Donc, c'est très significatif pour nous de lancer à l'UQAM et au Centraire ce documentaire. Elle a sans doute plus besoin de présentation, mais quand même, il m'apparaissait important de rappeler que Lucie Sauvé, elle est professeure émérite au département de didactique de la faculté des sciences de l'éducation. Elle est membre toujours du comité de direction du Centraire qu'elle a fondé en 2012 et qu'elle a dirigé jusqu'en 2020. Elle assume toujours aujourd'hui la direction de la revue Éducation relative à l'environnement, la seule revue de recherche francophone dans le domaine et qui est très bien référencée. Ses principaux domaines de spécialisation ont trait aux dimensions critiques et politiques de l'éducation relative à l'environnement, aux dynamiques de mobilisation citoyenne en matière d'environnement et de transformation écosociale, à l'éducation relative à la santé environnementale, à l'éducation scientifique et technologique et aux enjeux de la formation des éducateurs, éducatrices, tant en milieu formel que non formel. Donc, ces importantes contributions au domaine lui ont valu un doctorat honorifique octroyé par la Universidad Veracruzana du Mexique en 2016. Lucie a également reçu l'Ordre d'excellence en éducation qui lui a été décerné par le ministre de l'Éducation du Québec en 2022, ainsi que le prix ACFAS Pierre Dansereau qui lui a été remis en 2024 pour souligner son grand engagement éco-social. Alors, bravo Lucie pour toute cette trajectoire. Sans plus tarder, je vous présente également les artisanes de cette production documentaire qui nous présenteront le projet comme tel dans quelques instants. Alors, Adolfo est professeur au département de l'enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent sur les fondements de l'éducation contemporaine, l'éducation sur les questions écosocialement vives, le développement de la pensée complexe et la pratique du dialogue philosophique avec les enfants et les adolescents. Il revient du Congrès international Reste Climat sur les réponses éducatives à l'urgence climatique qui s'est déroulé à Santiago de Compostela, en Espagne. Sylvie y était aussi. Puis Adolfo, il a agi à titre de membre du comité scientifique de cet important congrès. Sylvie Lapointe, qui est cinéaste indépendante depuis plus de 20 ans, elle œuvre comme productrice, réalisatrice, formatrice et programmatrice sur la plateforme Tank, que certains d'entre vous connaissez sans doute.
Donc, à la diffusion du documentaire d'auteur. Ces documentaires, ancrés dans les réalités québécoises, mexicaines, guatémaltèques, explorent notamment les résistances politiques et les droits humains. Plus récemment, Sylvie a complété une maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal. Elle y a approfondi sa pratique documentaire tout en contribuant à développer de nouvelles perspectives scientifiques et anthropologiques sur les écologies contemporaines et en particulier dans les milieux agroécologiques. Alors, merci également d'être avec nous. Donc, moi, je vous cède la place pour que vous puissiez nous présenter le projet, sa genèse. Et puis, ensuite de ça, on va visionner ensemble l'entretien qui dure une trentaine de minutes, puis on aura un échange. J'ai préparé quelques questions, puis on prendra les vôtres également. Et puis, à la fin de la soirée, ben, on a préparé quelques petites bouchées pour vous, puis on pourra lever un verre de l'amitié. D'accord? Alors voilà, si c'est possible d'éteindre vos appareils cellulaires. On n'est pas en salle de cinéma, mais je viens d'y penser qu'on nous le rappelle quand on est au cinéma. Alors voilà. Et la parole est à vous, Adolfo et Sylvie. Vas-y, Adolfo. Merci, Laura. L'initiateur. C'est l'initiateur. Merci pour cette belle présentation. Merci à Lucie pour être ici encore une fois ensemble. Et Sylvie, je veux remercier aussi le ministère de l'Éducation qui a financé le projet et le ministère des Relations internationales et la francophonie aussi. Et je veux vous remercier à tous et toutes pour être ici aujourd'hui pour un moment qui est spécial pour moi. Je vais parler pour moi, non? Et c'est si je résume dans une phrase, c'est un des projets que je pense que je vais garder pour toujours dans ma liste de projets préférés ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est très complet. Pour moi, c'est un projet de recherche qui est un projet de recherche complexe dans les contenus, complexe dans la façon de le faire et complexe dans les résultats. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, l'entretien avec Lucie, c'est un des produits d'un projet plus grand qui s'appelle Éduquer dans les terreaux de l'engagement et qui contient des ateliers, qui contient d'autres matériels plus pédagogiques, plus adressés seulement des préférences pour les enseignantes et enseignants du secondaire. On veut faciliter la pratique de l'éducation au changement climatique dans les écoles et on a préparé des ateliers clés en main pour les enseignantes et enseignants. Mais on voulait créer aussi un matériel qui soit pas juste un matériel pour les enseignantes et enseignants, que soit un matériel qui peut intéresser au grand public. Et ça, c'est à vous de dire si on a réussi ou pas à la fin, quand vous allez visionner les courts-métrages. Et l'idée, j'ai lancé l'idée à Lucie en 2023. Et je le dis, je ne sais pas où on s'en va avec ce projet, mais ce que je te propose, c'est de nous rencontrer des journées complètes chez toi ou chez moi, mais ça t'est chez elle. Et pour discuter très librement, pour discuter de ta vie, des différentes étapes de la vie, d'une façon très, 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 très ouverte et libre au début. À la fin, un peu plus focusé sur certains aspects. Et l'idée, c'était de faire une méthodologie d'histoire des vies, non? Et donc, faire l'histoire des vies de Lucie, c'est pas une biographie, c'est pas une histoire de vie professionnelle seulement, c'est pas juste une histoire de vie son implication dans la société, c'est tout ça. Donc, assez complexe. Donc, on avait fait comme, on s'avait rencontré pendant un an et demi, presque 12 ans. Et périodiquement, de temps en temps, parfois des périodes qu'on se voyait un peu moins, des périodes qu'on se voyait beaucoup. Et toujours sur une formule d'amitié qui s'est construite au fil de ce projet aussi, ou qui s'est développée au fil de ce projet. On se connaissait avant. Et toujours partager un repas, c'est important. Partager une fin d'après-midi ou un début de soirée, c'est important. Donc, une façon de faire la recherche vraiment agréable et découvrir que dans tous ces moments, c'est fait la recherche, en fait. Et que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'un projet de recherche, mais ça n'aurait pas été possible si tout ça, ça n'avait pas passé.
Et c'est dans ces moments que ça crée la confiance. Par exemple, la confiance nécessaire pour dire, Lucie, et maintenant, ici on fait un documentaire avec tout ça. Et qu'elle dit, bon, pourquoi pas? Donc, Sylvie est rentrée à ce moment. Je connaissais Sylvie pour un autre projet. Et j'ai dit, Sylvie, j'ai ce projet avec Lucie. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Et Sylvie est rentrée dans notre vie. Et on a commencé à faire ce projet à trois. Donc, tu peux raconter la suite à ta Oui. manière. Je vais retourner en arrière, puis j'aimerais ça dire merci à Hugues. C'est un peu de ta faute, ce projet-là ici, parce que Hugues, qui travaille au Centraire, nous a mis en contact, moi et Kylian, qui était un postdoc ici pendant 2 ans de la Galicia. C'est lui qui nous a invités au congrès après ça. Donc, avec Kylian, j'ai rencontré Adolfo, qui était son directeur de postdoctorat. Puis là, bon, tout ça, moi, ce que j'aime beaucoup dire de ce projet-là, c'est que c'est vraiment fondé et ancré dans des relations vraiment pertinentes, signifiantes pour moi, parce que c'était en plein dans mon terrain d'anthropologie. J'étais en train de travailler et en même temps, je faisais aussi ces rencontres-là, puis ces publications-là avec Kylian, Adolfo. Et donc, après ça, le projet avec Lucie est arrivé. Moi, je ne vais pas parler trop longtemps parce que le film, il parle beaucoup déjà. Il met en scène la pensée en scène. Il présente la pensée de Lucie. Il y avait tout ce temps d'incubation-là qui a été fait avec Adolfo et Lucie auparavant. Puis moi, quand je suis arrivée, il fallait que j'aille vite, par exemple. Il n'y avait pas beaucoup d'immersion, puis pas beaucoup de temps. Une journée de tournage et 2 jours de montage avec ça, mais c'est vraiment tout le travail qui précède qui a donné ce projet, ce résultat-là. Alors, j'ai toujours un petit peu de difficulté à dire que c'est un documentaire. J'aime ça le situer plus comme un grand entretien qui est à saveur un peu documentaire, mais qui présente la pensée de Lucie. Je termine en disant que ça me tient beaucoup à cœur le fait chez Tank, je suis en train de rentrer des documentaires dans les universités. C'est ça mon travail, l'offre pédagogique qui est offerte aux institutions. Mais aussi, c'est très important de sortir ce qui se passe dans les universités, puis que ça soit plus accessible aux gens. Je pense que l'art et la science, à ce moment-là, se parlent et se traduisent et se divulguent d'une manière peut-être plus accessible. Donc, c'est très important pour moi. Puis j'espère que c'est pas le dernier pour moi. Hugues, c'est d'autres références. Merci. Bon visionnement. Merci. Wow! Alors, ben, je vous inviterai à l'avant, Adolfo, Sylvie, Lucie. On va y aller. OK. Alors, ben, je suis sûre que on va rapidement donner l'échange, ou partager l'échange entre toutes les personnes présentes, mais peut-être on peut commencer par quelques échanges entre nous. Euh, Chère Lucie, quand j'entendais dans le documentaire, tu nous rappelais bon, les représentations de l'environnement, qui est un cadre de référence qui résonne encore beaucoup aujourd'hui, là, qui est encore très mobilisé, l'environnement comme problème, l'environnement comme ressource, mais aussi comme territoire et comme projet, hein, et tu l'évoques à quel point c'est important, puis tu nous invites beaucoup à l'engagement dans le film. Puis, ben, moi, je me suis demandé, puis on n'en a jamais tant parlé, pourtant on a échangé souvent, mais comment c'est devenu ce projet dans ta vie à cette période où tu étais maman d'adolescent, tu t'es sans doute bien occupée, puis là, d'entreprendre des études au cycle supérieur, puis de mener cette deuxième ou troisième carrière, en fait. Donc, euh, donc c'est ça, comment... Ça vient, tout ça. Ah, ben, Il y a des fils de ça, bien sûr, dans le documentaire, puis on comprend des racines plus profondes dans l'enfance et tout ça. oui, c'est vrai. L'idée de projet m'a toujours habité. Ben, la vie, c'est un projet, hein, puis on s'y déploie, hein, puis on peut pas tracer le chemin d'avance. On saisit ce que la vie offre finalement en fonction de nos élans, de nos valeurs. Mais je prends la parole juste pour dire
que je suis très contente d'avoir vécu cette expérience avec Adolfo et Sylvie. Je tiens à le dire. Puis, tu as évoqué tous les moments qu'on a passés ensemble, ces conversations intenses et si rares avec des collègues. Et puis toute la complicité, l'amitié. En tout cas, moi, je vous suis très reconnaissante du cheminement, en tout cas, qu'on a fait ensemble, même si c'est toujours bien intimidant. Je sais pas si vous imaginez à quel point je suis intimidée, moi, de regarder ça. Ça prend quand même une certaine humilité. J'avais des craintes, j'avais des peurs par rapport à cette production-là, puis vous m'avez vraiment bien accompagnée là-dedans. Puis je vous remercie, je vous félicite. Et puis je pense à Martin Morissette, le photographe, qui a fait des images tellement formidables du territoire. C'est vraiment bien. Non, je voulais juste dire ça avant de parler un petit peu de mon fil de vie. Mon Dieu, comment on en arrive là? Me suis pris quelques notes quand même. Ben, c'est vrai que j'ai d'abord été enseignante à l'école secondaire dans mon cheminement professionnel. J'ai beaucoup aimé l'énergie des jeunes, hein. Puis moi, j'ai commencé cette carrière-là au lendemain là, du rapport parent dans l'espèce d'ébullition culturelle là, du fin des années 60, début des années 70. Alors, c'est formidable. Ça se ressentait en éducation, là, cette émancipation culturelle. Et le contexte se prêtait bien à l'innovation pédagogique, hein. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir avec les jeunes à expérimenter des approches pédagogiques, des stratégies. Alors, bon, on fait du théâtre avec eux. Et puis, bon, en fait, j'enseignais le français, l'histoire, la géographie, hein. C'est quand même pas si proche que ça de l'environnement. Mais en même temps, on avait monté une pièce de théâtre. C'était La Mélanchier de Jacques Ferron, un des premiers romans écologistes au Québec. Alors oui, c'est ça. Moi, je me suis, disons que je me suis beaucoup intéressée au déploiement de la diversité des approches, des stratégies pédagogiques. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, au début des années 80, à l'invitation d'un éditeur, puis d'une amie qui était spécialiste en didactique des sciences, ben, en fait, j'ai répondu à l'invitation, puis je me suis lancée dans l'aventure d'écrire un manuel, en fait, tout un matériel pédagogique en écologie. D'accord? Il y avait le nouveau programme d'écologie là, qui venait d'être implanté en première secondaire. Et puis, il y avait rien. Il y avait pas de matériel pédagogique. Alors, on l'a développé ensemble. Moi, j'ai été invitée là-dedans, pas pour mes connaissances en écologie, mais pour la scénarisation pédagogique. Alors, en fait, le manuel d'écologie qui s'appelle La planète bleue, on le retrouve à la bibliothèque de l'UQAM, en fait, nous amène à suivre l'histoire de deux jeunes de première secondaire et à travers leurs explorations et tout ça. Donc, en fait, c'est l'enseignement de l'écologie, mais scénarisé également. Alors, ça a été une très belle aventure. Puis aussi, à cette époque-là, ben, j'habitais déjà, moi, dans la vallée du Saint-Laurent, là, à Richelieu même. Et puis, j'avais reçu l'invitation d'une équipe du CLSC de ma région à l'époque où le CLSC avait vraiment une vocation communautaire, OK? Il y avait même un animateur communautaire en environnement dans mon CLSC, là, faut le faire. Les temps ont changé. Alors, et là, on m'a invité à participer à la production, la recherche, la production d'un documentaire sur la pollution de la rivière des Hurons, qui est un affluent là, de la rivière Richelieu, qui était très pollué par tous les pesticides des productions agricoles en amont, surtout la pomiculture, puis aussi des rejets industriels. Alors, ça a été une très belle aventure pour moi d'aller interroger toute la population autour, de fouiller un peu dans l'histoire. J'ai adoré ces expériences-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais je viens de vivre tout ça, mais moi, je suis pas formée en environnement. J'y vais avec un élan, un souci de recherche, mais je suis pas formée. Alors, j'ai eu envie d'aller à l'UQAM.
me former en sciences de l'environnement. Puis là, j'ai fait la maîtrise. Puis j'ai appris beaucoup de choses, là, sociologie. Non, il y avait pas d'humanité environnementale à l'époque. C'était en physique de l'environnement, en géologie de l'environnement, en chimie de l'environnement, en écologie, tout ça. Puis ça a duré 3 ans, ma maîtrise. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup appris. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce qui me manquait aux transformations qu'il nous faut, ben, c'est l'éducation. Alors, je suis retournée à mes amours premières et je suis allée faire un doctorat en éducation à l'UQAM, voilà. Et il y avait pas beaucoup de monde pour m'accompagner dans ce champ-là, mais quand même, j'ai trouvé une belle niche là, de formation à l'UQAM. Et puis bon, ben, quand ça a été fini, bon, ben, un emploi à l'UQAM, ça a été formidable, au département de didactique, et puis développer la formation, la recherche. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide aussi de l'Institut des sciences de l'environnement. Je me rappelle que à l'époque, le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, qui revenait du sommet de Rio en 92-93, ben, m'avait interpellée pour rencontrer l'organisation universitaire interaméricaine, OUI, Organisation universitaire interaméricaine, et m'avait invité pour rencontrer la direction qui se trouvait à Québec à ce moment-là, parce qu'il y avait un désir après le sommet de la Terre là, de, de, de développer un champ d'éducation. Alors, c'est comme ça que j'ai pu, on m'a offert la possibilité de développer un premier projet en Amérique latine. Puis ensuite, ben, ça a été 20 ans en Amérique latine. Et puis, toi aussi, Laurence, tu as participé à ces projets-là. Ça a été vraiment des années fabuleuses. Frida, Isabelle, qui sont là, qui étaient avec vous. Ben oui, Frida, Isabelle, c'est ça. Alors, ça a été des années fabuleuses et moi, je me suis alimentée l'âme, l'esprit, le cœur de ces collaborations-là. Alors voilà. Donc oui, c'est important, l'Institut des sciences de l'environnement pour le développement du champ de l'éducation à l'environnement. Fait que c'est un petit peu comme ça que se construit une vie. On sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Et puis, bon, ben, les invitations se présentent et puis on se lance là-dedans. J'ai eu beaucoup, beaucoup de peur. J'ai souvent peur dans ma vie. J'ai eu des hésitations, mais c'est ça. Heureusement, j'ai pu surmonter ces craintes, ces peurs-là, puis me lancer. Fait que c'est ça, la vie, c'est se lancer. Ah ben là, j'ai beaucoup parlé, là. C'était nécessaire. Je pense- Oui, ouais, mais On a hâte aussi on d'avoir- a hâte d'entendre les questions. Ben Vous oui. voulez y aller de... Ben Ah, oui. ben, allons-y. Oui, oui. 2. Moi, j'ai une question, mais je voudrais dire d'abord bravo puis merci. Puis personnellement, j'ai toujours trouvé que j'ai été soutenue, motivée de toutes les façons. Donc, je trouve que en plus d'écrire d'une façon admirable, tu es une personne tellement positive et qui amène toujours le positif des choses. Moi, personnellement, j'ai trouvé que tu as été un apport important dans mon cheminement. Et puis, je vais poser une question qui est bête dans le contexte, mais je sais que ton engagement politique est toujours là. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles récemment sur le livre blanc sur l'éducation. Est-ce que l'environnement, l'éducation à l'environnement a une place dans ce nouveau projet? Et il y a Hugues qui est ici, et puis il y a Marie-Pierre qui est là. J'aimerais ça que vous répondiez à cette question-là. En fait, le projet en fait, de livre blanc d'éducation venu par Debout pour l'école, c'est bien ça comme question. J'ai perdu le fil des derniers développements. Oui. Je sais que la coalition sur l'éducation à l'environnement travaillait toujours. Alors, est-ce que... La collaboration de la coalition d'éducation environnement et éco-citoyenneté et le mouvement Debout pour l'école se poursuit. Dans le livre blanc, il y a même une orientation qui a été ajoutée au livre blanc pour la prise en compte du rapport à l'environnement en éducation. Donc,
c'est un pan important de ce chantier-là qui a été mené en fait par la coalition. Donc, vous avez la coordination ici. Il y a Marie-Pierre qui est là, il n'y a pas juste moi, on est deux à la coordination de la coalition. Et puis d'ailleurs, ben, le grand rendez-vous sur l'éducation qui va avoir lieu en fait dans 2 semaines va offrir entre autres un atelier puis des réflexions autour de cette orientation. Voilà. Je ne sais pas si on pourrait en discuter davantage peut-être avec Marie-Pierre aussi là, pour les derniers développements, s'il y a d'autres questions. Enfin, c'est des avancées quand même importantes. Ça reste que c'est pas facile introduire l'idée d'éducation relative à l'environnement dans un projet global, mais tranquillement, il y a une culture qui se développe en ce sens-là, puis je pense que l'état des choses en ce moment doit nous y amener, là. Oui, Odette. De Sarrazin. Tu as parlé à un moment donné dans le documentaire que dans les années 80, l'éducation à l'environnement était, en tout cas, c'était quand même assez positif, mais en 90, en tout cas, avec le développement durable, à un moment donné, tout ça s'en passé. Mais qu'est-ce qu'il y avait en 1980-1990? Parce que moi, j'étais enseignante à ce moment-là, puis comment ça dépend? Ben, peut-être que je l'ai vu puis que je m'en rendais pas compte. Mais qu'est-ce qu'il y avait de programmation par rapport à l'environnement dans ce... En fait, il n'y avait pas encore d'intégration de l'éducation à l'environnement à l'école. Puis d'ailleurs, c'est via le ministère de l'Environnement qu'on a instauré un service d'éducation relative à l'environnement via le ministre, parce que le ministère de l'Éducation a toujours finalement tiré de l'arrière, d'accord? Alors, le ministère de l'Environnement ont quand même eu des initiatives très importantes. En fait, au ministère, il y a eu une équipe de jusqu'à 6 personnes consacrées à l'éducation relative à l'environnement. On a dynamisé le milieu et le milieu scolaire, oui, mais le milieu non formel aussi, les parcs, les musées, les interprètes du patrimoine. Ils ont contribué à la recherche. Moi, je me souviens d'avoir eu 2 contrats de recherche au ministère de l'Environnement sur l'éducation à l'environnement. Et sur l'éducation à l'environnement, au primaire, au secondaire, on a analysé tous les programmes avec Jean Robitaille. Et en fait, on a acheminé les résultats au ministère de l'Éducation. Mais le ministère de l'Éducation a jamais bougé sur cette question. D'accord? Même à un moment donné, en 90, il y a eu la tentative de faire un comité interministériel d'éducation à l'environnement. Bon, le ministère de l'Éducation finit par embarquer en embauchant une personne pour la formation des enseignants, mais c'était pas dynamique, là, tu sais. Le ministère d'Énergie et Ressources à l'époque, oui, avait embarqué, puis ils avaient d'ailleurs déjà des initiatives. Mais non, puis le ministère de l'Éducation s'est jamais engagé dans ce domaine-là. Ça s'est développé via les marges, via le syndicat hein, de la CSQ, la CSQ, c'est ça? C'est par les marges, par le non formel aussi. Non, le ministère de l'Éducation a toujours été à l'écart de ces développements. Oui, madame. Premièrement, bravo et merci. Adolfo, moi, je suis une amie d'Adolfo. Oui, je crois dans l'éducation et j'avais eu des bribes de tout processus et tu as raison. C'est comme inspirante. Et merci d'avoir montré ça. Je travaille beaucoup avec, moi, je travaille en février, je suis une animatrice, une organisatrice communautaire. Et je travaille auprès des citoyens, entre autres. Citoyenneté, beaucoup mobilisation. Donc, je trouve que c'est un outil d'écouter qui pourrait être, qui pourrait inspirer des mouvements au niveau avec cette lunette-là. J'avais une question, en fait, ma question c'était, vous avez parlé que vous êtes beaucoup inspiré de l'Amérique latine, bien l'Amérique latine aussi, la Bolivie particulièrement. Et je me posais la question parce que la Bolivie, ce dont vous parlez, c'était dans un contexte d'un gouvernement autochtone. Donc, la politique, je veux dire, moi, j'ai vécu là, dans cette époque-là, avec Evo Morales, et c'était beaucoup inspiré de reprendre un peu la connaissance autochtone, de remettre ça en évidence. Ma question, c'est ici au Québec, dans les communautés autochtones qui s'est fait des beaux projets en santé pour reprendre un peu
leur manière de... Donc, est-ce qu'il y a un lien, une inspiration au Québec par rapport à nos communautés autochtones? Parce que c'est... Peut-être ils appellent pas ça comme ça, mais c'est inné. Oui. Non, effectivement, il y a un beau mouvement là, de rapprochement avec les communautés autochtones, un intérêt pour la vision du monde, en fait, en termes ontologiques, là, hein. Mais j'aimerais ça accorder la parole à Isabelle, à Frida, Frida qui est bolivienne. Isabelle qui est colombienne, qui est chilienne, c'est ça. Est-ce que est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement d'interrelation entre la dynamique autochtone d'Amérique latine, celle du Québec? Comment vous répondriez à la question là, qui est posée? Oui, bonjour, c'est Frida. Bonsoir. Oui, évidemment, étant donné que Evo Morales était à ce moment-là, il y avait beaucoup de attentes, des illusions, etc. Et quand même, il était le premier président d'origine marocaine, déjà. Et il y a eu beaucoup tout le monde regardait les différents peuples autochtones des différentes parts du monde, seulement des Amériques, non regardé qu'est-ce qui faisait. Donc, j'entends, je vois parfois, même dans les mobilisations des autochtones, il était contre l'Italie, etc. Je voyais la Wipala. La Wipala, c'est un symbole, c'est une banderole, drapeau qui est des peuples indigènes de l'Amérique du Sud. Donc, c'est pas seulement de la Bolivie. Donc, il y a été adopté, disons, et je le voyais ici. Je dis, c'est là déjà, c'est un symbole qu'il y a eu des échanges, qu'il y a des regards, qu'il y a des apprentissages ici et là, même si on ne les voit pas, mais on n'est pas à l'intérieur des communautés aussi, qu'on sait qu'ils se parlent. Et à part ça, je sais aussi qu'il y a des projets concrets, soit à travers le CG ou à travers l'académie, et qu'il y a toujours les échanges, il y a toujours cette complicité entre peuples, même si ils ne se parlent pas parfois directement, mais il y a un fil. Et bien sûr qu'au milieu de ça, c'est sûr l'environnement, la relation à l'environnement et la relation d'environnement de ces peuples avec l'environnement. Et bien sûr, la défense de l'environnement passe à l'autre relation entrepreneuriale, capitaliste avec l'environnement. Donc, il s'agit là, et c'est sûr qu'il y a, ça s'implique. Moi, j'aimerais ajouter. Et ici aussi, il y a toute l'influence, l'inspiration des pays comme la Bolivie, évidemment. Ça nous inspire beaucoup parce qu'on était avant-gardistes dans plusieurs choses. La Constitution de 2010 avec Evo Morales, la réforme de l'éducation aussi. Et, qui intégrait les droits, justement les droits du vivant qu'on voit dans la vidéo, donc ont inspiré beaucoup. Aujourd'hui, ce que je trouve formidable, c'est que l'inspiration vient aussi de l'intérieur. Et en éducation, il y a une émergence aussi des perspectives autochtones en éducation. Et j'ai la chance de travailler dans une université qu'on a eu une personne extraordinaire pour nous guider dans la recherche et dans la formation inspirée des perspectives autochtones. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a donné des conférences au Centre, Patricia Blanchet, et qui maintenant est prof depuis quelques semaines à l'UQAM et à l'école de théâtre, parce qu'elle fait du théâtre aussi. Mais c'était pendant des années la personne qui a inspiré, qui a guidé l'intégration des perspectives autochtones en éducation et en recherche à l'Université de Sherbrooke. Et quand j'ai présenté le projet tantôt, au début, j'ai dit ça fait partie d'un projet plus grand qui s'appelle Éduquer dans les terreaux de l'engagement.
Et ce projet, en fait, il y a d'autres matériels et que justement, il y a trois piliers dans ce projet. Un des piliers, c'est l'éducation au changement climatique, relatif à l'environnement et au changement climatique. Le pilier 2, c'est une pratique que j'ai fait depuis des décennies et c'est la pratique du dialogue philosophique au programme de philosophie pour enfants. Et le troisième pilier, c'est le domaine que j'explore beaucoup plus dernièrement en lien avec Patricia Blanchet et d'autres personnes, que c'est justement les perspectives autochtones. Donc, on a travaillé avec la littérature autochtone pour intégrer ces trois éléments, pratique du dialogue, éducation relative à l'environnement et au changement climatique et perspective autochtone, littérature autochtone en éducation, dans une série d'ateliers qui font partie du projet aussi. Et donc, je raconte une petite partie minime du travail que j'ai fait, mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui, je pense qu'en éducation, on n'a pas le choix. C'est comme si on continuerait à nier, à pas écouter une voix qui est notre voix, qui est une partie de notre voix. Donc, comment on peut continuer à faire la recherche ou à éduquer sans entendre une partie de notre voix, une partie très importante. C'est juste ça, c'est une question de justice cognitive, de justice et sociale aussi. Et, euh, et d'ailleurs, il y a ce projet continu, non? C'est un projet en évolution. Et tantôt, il y a quelqu'un Annick, me demandait comment ça va. Et je lui dis, ah, OK, mais la suite logique de ce projet est dans un autre projet qui commence maintenant, qui est en justice climatique, spécifiquement et perspective autochtone. Et ce projet, la partie documentaire, est arrivée à la fin. Mais on trouve les résultats tellement, je ne sais pas comment dire, tellement inspirants, puissants, toutes, que maintenant, c'est le corps du projet. On va faire une partie documentaire avec la boîte Vive Rouge, que c'est la maison de cinéma autochtone au Québec. Donc, on va travailler directement avec eux pour faire un documentaire sur justice climatique et perspective autochtone. Il y a des choses que se développent et ça fait partie, comme le projet les petites choses que je raconte ici, ça fait partie d'un plus grand projet qui se développe, et je dirais plus que tranquillement. Heureusement, plus que tranquillement. On est plusieurs à être dans cette bateau. Juste Oui. un petit complément. Ce qu'on a tourné de suppléments avec Lucie, ça se retrouve sur le site de l'Université de Sherbrooke, justement. Oui. Qui explique tous ces piliers-là et ces fondements-là à l'éducation relative à l'environnement. Je voulais aussi dire les images. Le contenu, mais le contenant. Bravo, c'était Je magique. vais faire le message à Martin. Vraiment, là, Oui. Peut-être juste avant de prendre l'intervention derrière, peut-être juste mentionner pour répondre aussi à la question de Madame au Centraire, depuis notre dernière Assemblée générale annuelle, on s'est donné en fait un chantier transversal sur la question de l'autochtonisation, de l'éducation relative à l'environnement. C'est quelque chose qu'on prenait en compte, bien sûr. On a eu des rencontres où on a invité des gens qui venaient des communautés, puis bon, il y a des chercheurs du centre qui travaillent plus spécifiquement ces questions-là, mais on s'est donné ça comme chantier d'auto et de co-formation dans une responsabilité d'auto-formation face à ces réalités-là, puis dans le dialogue, puis dans la rencontre aussi. Donc, on a amorcé ces travaux-là et ça se poursuit dans les prochains temps. Oui, derrière. Pour ajouter aussi, ça peut être expliciter des choses. Peut-être, je pense que il y a cette notion-là où les étudiants vont toujours être en avance sur les enseignants. Je veux pas. Je pense que maintenant, on arrive au point où il y a la conscience des enseignants qu'il faut enseigner ça. Mais les étudiants, ça fait longtemps. Les personnes qui sont enseignées, ça fait longtemps que je pense qu'on recherche cette connaissance-là, cet accès au savoir qu'on a pas dans notre enseignement. Fait que je pense que oui, il y a dans un sens beaucoup cette euh, envie-là d'enseigner ça, cette énergie-là qui est dédiée à trouver des manières de l'enseigner, mais c'est très présent depuis longtemps déjà, je pense, je pense que c'est cette envie-là qui dirige plus
vers où on va mettre notre énergie, tu sais. Fait que même si, des fois, quand tu regardes ce qui s'enseigne des formats, ça pourrait vraiment être mieux, c'est normal. Parce qu'on est toujours conscient de ce que ça peut être mieux, c'est pour ça. Ça va dans ce sens-là. Lise? Ben, moi, je voulais dire que, tu sais, c'est pas la première fois que je vous donne là-dessus. Elle l'avait à la maison. Mais j'en profite d'autant plus parce que la première fois, il y avait beaucoup de mots que j'avais de la misère à mettre en place dans ma tête. Là. Fait que là, je le comprends de mieux en mieux. Fait que c'est le fun de l'écouter plus qu'une fois. Mais l'idée, moi, j'adore l'idée de le rendre accessible parce que prendre un livre, commencer à le lire, c'est assez indigeste pour moi, surtout un livre théorique. Puis, je trouve que effectivement, c'est vraiment le fun c'est comme si ça vient à nous. Puis je trouve que c'est bien réussi. Mais j'avais une curiosité, en fait. Il y a quelque chose qui que chaque fois que j'entends dans le film, ça me touche. C'est d'abord un hommage aux aînés. Et puis, en fait, que le moment de la retraite, c'est un moment où on est disponible pour mettre à profit notre savoir. On a un temps aussi parce qu'on est dégagé. Puis quand je suis arrivée tantôt, j'étais surprise parce que justement, tous ceux qui arrivaient, c'était nos aînés, qui arrivaient tranquillement, pas vite. Puis j'ai cru, je suis pas sûre, j'ai cru voir du monde que j'avais vu dans le film, dans une photo. Je sais pas si je me trompe. Et je me disais, j'étais enchantée en fait, de ça. Puis je me disais, je me demandais qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? Est-ce que ceux qui étaient sans photo, vous étiez engagés? Est-ce qu'on continue à être mobilisés? Est-ce qu'on se désengage? On se mobilise sur quoi? Est-ce que ça met comme une grosse... En tout cas, j'avais comme le goût de vous entendre sur qu'est-ce que ça fait comme... En tout cas, moi, ça m'apaise d'entendre. Ah oui, il pourrait avoir tout ce monde-là avec nous, mais je me demande que ça fait de l'autre côté. Voilà. Je voulais dire ça. Pour intervenir. Je sais pas, on voit peut-être pas, mais je suis dans la foule. Tout le monde peut être là. T'es là, Martine est là, vous êtes là. Ouais, c'est ça, mais moi, je dois dire que j'ai suivi le cours d'éducation relative à l'environnement dans les années 2008-2009 avec Lucie et toute la gang. Et pour moi, ça a été un déclencheur de mobilisation. J'avais déjà des activités dans ma communauté, je suis Delmedière et tout ça. Mais là, ça m'a vraiment fait voir que c'est l'engagement. Et, puis quand tu touches à ça, tu peux plus t'en sortir, là. C'est ça. Tu sais, c'est viscéral, là. Fait que tout ce qui arrive présentement, je suis engagée, là. Je ne peux pas laisser passer rien, là. Tu sais, Ça veut dire quoi, être engagé? D'engager, mais comme à midi, là, on était au Palace à Laval. Qu'est-ce qu'on avait sur la table? Des bouteilles d'eau. Bon, ça, je l'ai dit. Parce que je ne suis pas capable de supporter ça. Tu sais, je veux dire, Puis Laval, parce que pour avoir visité leur usine de filtration d'eau, mais c'est une des usines au Québec qui est la mieux organisée pour avoir la meilleure eau. Puis on met des bouteilles de plastique sur la table. Ça m'insulte. Tu sais, je pense qu'il faut le dire. Bon, tu sais, bon. C'est ça, c'est tout dans des choses simples, relativement simples, mais complexes aussi, parce que bon. Puis c'est ça. Puis donc, oui, j'ai fait partie des gardes de schiste, j'ai fait partie du TransCanada Énergie S, on a participé à GNL, mais c'est ça, parce qu'on participe aussi à toute la communauté, à toute la collectivité, comme à GNL Saguenay, mais on a fait des mémoires, même si je suis planodière, on a des impacts. Là, on est avec le plan d'action Hydro-Québec, les éoliennes, les lignes électriques, mais on est là, tu sais, on est en train de se mobiliser pour, c'est ça, pour qu'on puisse avoir... c'est ça, un réseau, en tout cas, que notre électricité, notre énergie servent à la collectivité et non à des entreprises privées. En tout cas, c'est ça, je voulais en parler. Bien d'envoyer de l'engagement vedette, parce que je reçois beaucoup ces communications, et vois son engagement partout. Et tu avais reçu une fois une médaille aussi de reconnaissance. Oui. Ça se passe, Parce que c'est vrai, je trouvais le désir de se replier. Moi, je le sens. J'ai été beaucoup engagée, puis je sens ce désir de me replier. Fait que c'est ça que ça me fait du bien de voir que
Je sais pas. Oui, madame. Oui, je m'appelle Monique. Je suis pas une grande militante comme Odette, Louise, puis d'autres figures que je vois ici. Mais ce que je constate, puis des témoignages que j'ai entendus, entre autres, je pense à la région de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Marc et tout ça, c'est dans le milieu des gens qui pensaient, se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire à la retraite, puis qui découvrent que c'est à ce moment-là, dans l'engagement pour l'environnement, ils ont les plus grandes et belles amitiés de leur vie. Puis, c'est la possibilité de continuer à apprendre, d'être allumé, d'avoir des conversations sensées. Donc, j'ai vraiment, et je le ressens comme ça aussi, mes amis sont là. C'est le plaisir de se croiser, de se voir au sujet, même si parfois on a de la colère, puis qu'on est indigné et tout, ben, il y a vraiment une connexion entre les militants en environnement et je ne pourrais pas m'en passer. Moi, je ne pourrais pas m'en passer de ça. Martine? Oui. Moi, on va sur quelques photos, mais c'est parce que je connais Lucie depuis tellement longtemps que j'aurais préparé à beaucoup d'endroits. Je suis retraitée de l'enseignement. Quand j'ai enseigné 35 ans à la maternelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une maternelle. Ça ne permet pas d'avoir l'énergie de faire beaucoup d'autres choses. Quand on vit la journée, tu as tes enfants, puis la famille, ben c'est beaucoup. Alors, la retraite, ça a été comme ouf. Et comme je le dis, je l'ai pris après 35 ans, c'est-à-dire que c'était nettement mérité. Et la première année, j'ai écrit un livre qui s'appelle La nature et moi pour les éducatrices au préscolaire en CPE, pour que les éducatrices puissent amener les enfants dans la nature. Alors, une idée que j'avais depuis des années et que je n'avais jamais pu mettre en valeur. Je suis aussi dans une association de retraités de l'enseignement, la REP. Et je suis au comité d'environnement, comme par hasard, de la REC de la Montérégie. Et puis, à ce titre-là, ben, on a un congrès prochainement dans lequel on va amener une résolution un peu plus forte que ce qui était. Parce que c'est toujours ça, l'environnement, c'est toujours un picot de différentes choses, la lutte pour les femmes. Mais c'est pas que les autres luttes ne sont pas importantes, c'est qu'on trouve qu'en ce moment, il y a un momentum où il faut que l'humanité se réveille. Et puis, on se dit, bon, ben, il faudrait au moins que ce soit un gros picot, si c'est un picot. Et puis, la même chose, je travaille à Debout pour l'école avec la stratégie. Oui, ça donne l'espace pour faire, enfin, ce qu'on aurait voulu faire quand on est dans l'action, on n'a pas toujours le temps ni la disponibilité de le faire. Alors oui, mais ce n'est pas un engagement qui commence à la retraite. C'est un engagement qui se poursuit, mais selon plus notre rêve, notre rythme et notre engagement. C'est vraiment quelque chose, une plage de liberté, je dirais. On ne peut pas quand on est à la rue quotidienne. J'aimerais beaucoup dire une autre chose. Ça m'a fait bizarre dans le film de présenter Lucie comme une aînée. Parce que moi, c'est pas une aînée, c'est une jeune militante. Nous ne sommes pas des aînés. Là. Non. Quand est-ce qu'on se sent un aîné? Non, Là? c'est ça. Alors, ça m'a fait un choc, tu sais. Moi, et puis, oui. Hein? Et en même temps, ça vient encore des perspectives autochtones. Les aînés sont tellement au centre de toute la société. Quand on réfléchit, on se dit, bon, OK, mais dans le fond, ça on perçoit. C'est bien, c'est bien. OK. Moi, je trouve ça tellement important. Quand j'ai lu les luttes, L'héritage des luttes l'héritage des luttes, environnementales. moi, j'étais dans une période où fatiguée de tant lutter, puis que ça avance pas, et puis de lire ça, ce témoignage-là, l'importance d'avoir la vision d'une réalité partagée. Hein, si on fait juste écouter la radio, on n'a pas une réalité partagée. Là, d'avoir une expérience sensible qui rejoint notre expérience, puis d'avoir une vision du monde commune, de pouvoir accéder à ça, que ce soit par un livre, par un film ou par une expérience directe avec des gens, c'est fondamental pour la santé mentale. Et puis, ce film-là est important pour ça, avoir une présence humaine, sensible, et c'est fondamental.
Oh, mais tant mieux. Bien fait. En tant qu'aîné, moi, je souhaite à tous les aînés du monde de rencontrer un Adolfo, une Sylvie, pour les inviter à faire un bouquet de leur vie. Deux bouquets. Alors, Bouquet de pommes. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez justement pour ce bouquet-là? Où est-ce qu'il va être mobilisé, ce beau documentaire, ce bel entretien? Il va être en ligne. Il est en ligne. Il est accessible. Vous pouvez propager Mhm. et l'écouter. Je pense qu'avec le titre, juste Lucie Sauvé sur YouTube. Ah oui, on y arrive très vite, même dans Vite, un hein? moteur de recherche. Elle est connue. Mais c'est ça. Je sais que moi, je vous dis, au congrès en Galicia, d'où on vient, moi, puis Adolfo, ça a été. En fait, j'ai pris conscience de l'ampleur de comment Lucie, elle est reconnue et connue partout dans le monde. Partout dans le monde, parce qu'en Galicia, ce congrès-là, il y avait des gens de partout. Mais là, tout le monde qui était là connaissait, Lucie connaissait ces gens-là, eux, ils la connaissaient. Fait que ça fait longtemps qu'ils se croisent et qu'ils construisent ensemble cette pensée-là. Et ça, on l'a présenté au début du congrès. Moi, j'ai participé au congrès aussi, même si c'était un peu quelque chose d'un peu nouveau pour moi là, d'être dans un congrès sur les changements climatiques. Mais tout le congrès, on faisait référence à Lucie dans les conférences. On disait, quand Lucie, dans le film, Lucie dit telle chose, là, j'ai dit, oh my God, ça sert aussi à, je sais pas, avec les gens qui sont aussi déjà dans ce contenu-là, que ce soit des sociologues, des climatologues, des biologistes. Il y avait tout le temps un paquet de monde qui référait à ce que Lucie a fait. Donc, c'est difficile, avec une personne humble, de voir l'ensemble de l'impact. Mais c'est les meilleurs personnages, parce que quelqu'un qui veut faire un film sur lui-même, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ici, il fallait la convaincre qu'il y avait Un intérêt. surtout un intérêt au-delà de sa personne, en fait. C'est tout ce qu'elle porte, en fait. Ben, à la suite, on verra. Peut-être les Oscars. Oui. Mais on ira ensemble. On a fait une robe. On dirait que ça peut rejoindre plein de gens parce que tu sais, on est habitué de voir des chercheurs, des gens dans un bureau avec plein de livres en arrière. Mais on ne sait pas c'est qui, qu'est-ce qu'il faisait à 4 ans. C'est pas ça. Alors que là, il y a comme une petite angle. Ça, c'est le défi, hein. C'est le défi de pas penser que les gens comprendront pas. Exact. Donc, de laisser vraiment le vocabulaire d'une personne qui va nous apprendre quelque chose en l'écoutant, puis aussi de faire en sorte que ce soit accessible. Tu sais, ça joue sur cette ligne-là comme réalisatrice. Moi, je suis plus, j'ai pas trempé dans l'éducation relative à l'environnement. Alors, je suis déjà une bonne première spectatrice. Puis juste au tournage, on a tourné peut-être 4 heures, 4-5 heures. J'ai tricoté 30 minutes avec son discours. Donc, c'est un tricot pas C'est facile. réussi. La possibilité de. Moi, je le vois, je pourrais présenter ça avec des aînés dans les HLM à Montréal. Mais tant mieux. Parce que Mais c'est humain. c'est très important. Mais peut-être qu'ils ne comprendront pas certains aspects théoriques, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Être humain. exposé à ça C'est aussi, humain. c'est avancer dans ce chemin-là. Puis aussi, je tenais beaucoup, je tenais beaucoup à son petit titre de livre, Ici les vieux changer le monde. Pour répartir le poids, les jeunes, c'est pas les jeunes à changer, c'est le monde. Donc, les jeunes sont déjà prêts. Et nous qui en parlent tantôt, il y a déjà des choses qui sont déjà bien avancées chez les jeunes. Puis c'est tout le monde. Faut pas lâcher le projet, là, tant qu'on est vivant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, vraiment. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? On a deux questions en ligne. Une que je vais lire et une autre où ça sera une prise de parole. Donc, on a Jonathan Tedeschi qui fait un commentaire puis une question. Bravo pour ce documentaire vraiment inspirant. J'apprécie énormément la vision de Lucie Sauvé de l'éducation relative à l'environnement comme projet collectif, critique et politique. J'ai d'ailleurs relu aujourd'hui son article de 2007 sur, entre guillemets, l'équivoque du développement durable.
Et je trouve qu'il demeure extrêmement actuel. Malgré cela, le développement durable et les ODD prennent encore énormément de place dans les institutions et les programmes éducatifs. Croyez-vous qu'il soit encore possible aujourd'hui de remettre davantage de l'avant une éducation relative à l'environnement, plus critique et politique, et comment ouvrir ces espaces dans le contexte actuel? Oui, pour la question. Oh, mais c'est une belle question. Puis, je sais que tu avais évoqué un peu cette idée de l'évolution du chant, de l'évolution du vocabulaire aussi pour en parler. Oui, les réalités changent, les mots pour en parler changent aussi. À un moment donné, bon, on avait assez fait de l'environnement, on va faire du développement durable et puis maintenant, on va parler d'éducation à l'anthropocène, on va parler de la pédagogie de la transition. Puis c'est correct parce que ça permet de déployer différentes facettes, finalement, d'une même dynamique de rapport au monde. Alors, les mots ont leur histoire, puis les mots sont chargés aussi de cette histoire-là. Euh, oui, éducation relative à l'environnement. Euh, en fait, moi, je retourne au milieu des années 70. 1975, il y a eu la charte de Belgrade qui, en fait, au terme de la première conférence internationale sur l'environnement humain en 72, on avait bien vu que l'éducation devait se déployer autour des questions d'environnement. Et puis bon, on a convoqué là les pays. L'UNESCO a été chargé de convoquer quand même les pays pour imaginer une éducation relative à l'environnement. Puis j'ai eu l'occasion récemment de relire la charte de Belgrade. Et il faut dire que c'est très inspirant de relire cette charte-là, qui associe très étroitement, qui est en fait, cette charte-là, c'est l'acte de naissance de l'éducation relative à l'environnement, formulée comme telle. C'est très inspirant. En fait, on associe beaucoup l'idée d'environnement à la justice sociale, à l'idée de paix aussi. L'idée de paix est très importante dans la charte de Belgrade au moment de la naissance de l'éducation à l'environnement. En fait, paix avec la nature et paix entre les humains, c'est indissociable, d'accord? Et d'ailleurs, il y a une phrase que je peux citer textuellement de la charte de Belgrade qui dit que le but ultime, c'est le désarmement. OK? Alors, c'est tellement actuel comme réflexion et comme situation. Il y a toute une réflexion autour du budget de l'armement en 75, là, au moment de la naissance de l'éducation relative à l'environnement. Alors, ça reste très actuel. Euh, il en reste pas moins que dans la charte de Belgrade, c'est beaucoup l'idée d'un environnement ressource. C'est déjà là, il faut en prendre acte. Oui, c'est ce dont on a besoin pour survivre, mais c'est limité, hein. Je pense qu'on a eu l'occasion de l'entendre dans le documentaire. Donc, l'idée d'environnement évolue. Puis, en fait, on va chercher d'autres façons de nommer ce monde vivant avec lequel on veut se relier. Puis je me souviens toujours de ces phrases d'un auteur qui s'appelle Bruno Latour, puis qui regardait le mot environnement littéralement, puis il dit, ça veut rien dire environnement, tu sais. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment séparer, est-ce qu'on peut vraiment identifier la limite entre un organisme et ce qui l'entoure, alors que qu'on regarde tout le flux des interactions, tout l'eau, l'air qui nous traverse, tu sais. Alors il dit cette idée d'environnement n'a pas de sens. Donc lui, littéralement, d'accord? Mais en fait, il y a toute une interprétation de ce terme-là qui nous amène à le considérer comme monde vivant, le monde de la vie dans lequel je m'insère. Donc, c'est sûr que
on prend pas les mots pour acquis. Les mots ont besoin d'interprétation, de signification. Les mots doivent pas devenir des carcans non plus. Alors, je veux dire, c'est sain de re-questionner les mots, sauf que là où c'est plus problématique, c'est passer de mode en mode en mode, OK? Faut pas que ce soit, il faut que, en fait, ces changements-là sémantiques, ces réflexions sémantiques-là sont très saines pour la dynamique d'un chant. Maintenant, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Alors, oui, c'est des questions qui m'habitent, tout ça. Euh, ben voilà, moi j'aime bien parler d'éducation écologique pour définir davantage ce que je veux signifier par éducation relative à l'environnement écologique au sens de oikos, la maison de vie, nous tous dedans, d'accord? Alors oui, éducation écologique, mais en même temps, il y a toute cette tradition d'éducation relative à l'environnement qui est important de conserver toute cette évolution, cet enrichissement progressif. Alors, mais faut jamais cesser de se poser toutes ces questions-là. Merci. Donc, nous avions quelqu'un qui Oui. souhaitait prendre la parole. Ah, Sylvie. Bonsoir, Sylvie. On t'écoute. Attends, oui. Ah, Et on te voit. Oui. Je me vois pas là. Ben, en tout cas, bref, je vous vois. Bonsoir. J'étais pas du tout en train de regarder le hockey, mais de regarder Lucie à l'écran. Puis, et vous? Bref, euh, Lucie, écoute, moi, ça m'a frappé, là. J'ai trouvé ça lourd quand j'ai vu défiler un extrait en plus de ton CV, là, à la fin du film. Puis en même temps, je trouvais que c'est tellement un contraste avec la la femme qui dansait à côté du piano, oui, tu t'en souviens, à Miami, avec Vanda Smorongevich qui jouait du piano, te voir avec un verre de Campo de Solana, clin d'œil à Frida, Isabelle et Laurence. Mais en tout cas, bref, il y a cette légèreté de vivre, d'être, et en même temps, tout ce poids, ces réalisations qui sont conséquentes. Comme femme, alors il faut bien poser une question, là. À défaut de pouvoir jaser alentour d'un verre de Campo de Solana. Mais comme femme, toi, qu'est-ce que tu as le plus appris de ton engagement, dans l'engagement? Parce que chaque génération, chaque cohorte a ses défis comme femme, politisée, engagée, à tisser des liens. Tu as de beaux enfants, tu as eu des conjoints, des petits-enfants. Mais tu sais, tu as ta vie et composer avec tout ça, c'est un réel défi. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as appris le plus de cette expérience au terme plein là, du terme expérience? Oui. Oh, ma belle Sylvie. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. Frida, Isabelle, ça nous rappelle tellement Laurent, ça nous rappelle des beaux souvenirs de tous ces moments qu'on a partagés en Amérique latine et puis avec cet arrêt inopiné dont tu parles autour du piano. Euh, non, ça a été des moments formidables que On j'ai est pas une équipe de partagés. femmes, hein, aussi. Oui, oui, effectivement. Euh, je dirais que, et je sais que tu es très préoccupée, intéressée par le rôle des femmes dans cette société, hein. La question du féminisme te préoccupe, Sylvie. Puis dire qu'on habite pas loin, t'habites à Otterburn Park, j'habite à Saint-Marc, on s'est pas souvent vu dans notre région. Sauf dans ta piscine. Oh oui, c'est vrai, Seigneur, qu'on a eu du plaisir là aussi. Alors, mais je vous dirais, mais sincèrement, très sincèrement, je n'ai jamais senti que le fait d'être une femme était une entrave. Mais jamais. J'ai jamais vécu ça.
Mais je comprends qu'il y a des situations de vie où ça existe, puis je suis solidaire de tout ça. Mais Sylvie, je ne l'ai pas senti comme une entrave, peut-être au contraire, comme une porte ouverte, peut-être plus aisément dans certains milieux où il y avait plus de fluidité à cause de ça. Il y avait moins de rapports de pouvoir. Euh, Qu'est-ce que donc, tu as appris? pardon? Qu'est-ce que tu as appris? De, précise ta question. Ben, je la posais de façon large pour que tu puisses prendre une poignée, la poignée que tu voulais, en fait. OK. Oui. OK. D'accord. Qu'est-ce que j'ai appris de toute cette trajectoire de vie? Non, mais comme femme. En général, Trajectoire de vie, mais comme femme engagée dans cette trajectoire qui nous a été présentée, qu'est-ce que tu retiens? Quel est le plus grand apprentissage que tu retiens? ben, de ne jamais avoir peur. Et j'ai eu peur, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes. Écoute, je peux raconter un moment en particulier dans le projet Ecominga, où nos collègues de Bolivie étaient venus au Québec au moment où on démarrait le projet. Et il y avait Aura Teresa qui était avec nous. Et en fait, on avait eu une première rencontre informelle et je me suis retrouvée dans la salle de toilette avec Aura Teresa, tu t'en souviens, Isabelle? Et puis on s'est pris dans les bras et on pleurait de peur. On pleurait de peur. Et voilà, donc on s'est... De quoi? De quoi? On pleurait de peur de ne pas y arriver. L'ampleur de la tâche. De l'ampleur de la tâche, de ne pas y arriver, de ne pas savoir dans quoi on se lançait. Euh, alors, et voilà. Mais je répète que j'ai été entourée de femmes extraordinaires, de collègues aussi extraordinaires. Euh, et j'ai vécu, moi, l'égalité dans ce projet-là, bien qu'on soit allé dans des pays qui étaient reconnus comme inégalitaires. Sylvie, j'aurais besoin que tu me racontes comment toi, t'as vécu ça, là, parce que c'est toi, t'as l'œil pour regarder cette dimension-là. Oh mon Dieu, non. Je répondrai pas parce que Ah, le titre, c'est Autour de Lucie Sauvé, c'est un parcours d'engagement. On va faire un documentaire sur... Non, Sylvie, peut-être qu'on pourrait demander à C'est la Isabelle, prochaine. en tant que femme, comment tu as vécu ça, toi? Je ne voudrais pas détourner l'attention sur la personne. Je voudrais juste faire une précision. Parce que ce que Sylvie rapporte comme témoignage par rapport à ces moments à Miami, faut dire, on n'était pas en train de prendre des vacances à Miami, c'était un transit obligé, un moment d'arrêt au milieu de la nuit où il y avait personne, c'était vide. Alors on s'est carrément approprié de l'espace piano, et voilà, on s'est mis à faire un peu les folles, on était hyper fatigués. On venait d'un très long voyage en Bolivie, très intense, parce que c'était Lucie qui venait le projet, donc il n'y avait pas beaucoup de repos. Malgré les cadences latino-américaines où il faut s'arrêter midi, puis un temps de sieste au moins, mais c'était pas du tout, il n'était pas question si Lucie était là. On travaillait pendant le repas, puis pendant le sieste. Donc on était extrêmement fatigués. Puis bon, je dirais, en ce qui me concerne, je retiens surtout la dimension collective de ce qu'on a fait ensemble. Je retiens surtout le fait que ce qui a pu développer, ça a été vraiment le fruit de ces échanges, de ces dialogues, de ces peurs aussi, de ces craintes, de ces chocs culturels parfois, en ce qui me concerne aussi. Pour moi, lorsque j'ai commencé à travailler avec toi, ça faisait pas longtemps que j'étais ici au Canada et c'était aussi un apprentissage. Et donc, je dirais que le plus grand apprentissage pour moi,
crois que je venais du milieu communautaire, donc je le sentais très fort, c'était que la force est reposée sur le collectif, reposée sur cette possibilité de s'épauler constamment et dans les bons et les mauvais moments, puis à travers la déconstruction de ce qu'on vivait, de ce qu'on confrontait, puis c'était ça, puis c'était, en ce qui me concerne, cette sensation très puissante d'être amoureuse de la vie. Pour moi, c'est l'amour à la vie qui me donne toute la force, et je crois qu'il nous a donné la force à traverser tellement de moments difficiles pendant ces 12 ans avec la vie, entre autres, où on a confronté des situations critiques, hein, beaucoup de moments, des situations politiques, des situations de violence, etc. On a vécu des moments où il y avait des attentats tout près. En fait, on a été en contact avec des réalités qui sont bien loin de la Ouate qu'on vit ici. Moi, je dois dire que lorsque je suis arrivée ici, bon, je suis à la base une réfugiée politique. Je sentais que dans ce pays, on vivait dans la Ouate. C'était l'image que j'avais. On était comme enveloppé de la Ouate, et puis c'était tout doux, tout tranquille, mais ça brûlait tout autour, ailleurs dans le monde. Alors, je crois que c'est ce que j'ai appris dans le sens de prendre conscience de tout ça. Moi, je crois qu'inconsciemment, je le sentais, toujours. Et c'était ça la force du collectif et la force de l'amour. Et c'est ça qui nous mène, et c'est notre combat, en fait, c'est notre combat de défendre la vie jusqu'au bout. Et voilà. C'est beau, Isabelle, merci. Et merci Sylvie d'avoir été avec nous à distance. Et bien, oui. Ah, excuse-moi, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu, Lynn. Tellement pas à l'aise avec ça, ce genre-là, mais j'avais levé la main avant les interventions. Je voulais juste dire un petit mot. Ben, déjà, bien sûr, merci tellement à vous là, pour le film que vous venez nous offrir, puis à Lucie, toujours aussi fabuleuse. Je voulais juste dire à la toute fin, quand tu parles tu dis, j'ai tenté de le faire avec responsabilité pour un peu résumer mon parcours. Moi, j'étais tentée en tout cas, mon image de toi, oui, bien entendu, tu le fais avec une grande responsabilité, mais tu n'as pas juste tenté, tu l'as fait. Puis la personne peut-être très humble que tu es, fait que il y a un mot aussi que je trouvais qui te ressemble beaucoup, c'est la passion. Donc, oui, le devoir, la responsabilité, tout l'investissement, l'engagement que tu as fait, mais je pense, puis je pense qu'Isabelle aussi a dit deux autres mots, là, l'amour et l'amour de la vie, l'amour que tu fais rayonner autour de toi, la délicatesse, l'ouverture et la passion. En fait, la personne passionnée que tu es, la passion que tu nous as transmise à chaque seconde, puis toujours aujourd'hui, même à distance, même par un mot, un courriel, toujours. Ah, c'est le fun. Puis ça rejoint ce que Monique disait hein, tout à l'heure du bonheur qu'on a dans le lien. Tu sais. Cultiver la joie, l'amour, cultiver le lien. Je pense que c'est les racines, c'est les piliers de l'engagement, hein, ça. Vraiment. Ah oui, on est sur la même longueur d'onde. Si, eh bien, oui. L'engagement pour toi, ça a été la retraite. Ton travail, ça a été un engagement. Et c'est ça que je trouve qui est extraordinaire, parce que souvent, parce qu'il y a le job, mais tu as eu des peurs, tu as foncé, et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est pas c'est un engagement qui a été dans ta vie, puis dans ton métier, finalement. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oh, mais écoute, tant mieux, mais on est nombreux ici à vivre ça aussi. Alors, je le partage avec tout le monde je veux dire, qui se lance dans l'engagement, là, sans compter. Là. Je connais plein de personnes ici. Ça fait plaisir. Merci. J'aimerais ajouter une chose. Et juste brièvement, j'aimerais parler une chose que j'ai vécue avec Sylvie les premiers moments, quand on s'est vu pour faire le film. Et elle m'a dit, rêve,
qu'est-ce que tu veux? C'est le moment de rêver. C'est comme ça, ouais. Et elle avait pris des notes. Et je voyais qu'elle prenait toutes les notes et toute la liste et m'a laissé comme exprimer tout comment je voyais le film. Et elle a dit, mais, OK, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et à chaque fois que je vois le film, je dis, OK, tout ce qui était dans la liste est là. Donc, c'est la magie du cinéma, de travailler avec quelqu'un qui est capable de traduire de cette façon incroyable et ce que j'ai été juste capable de voir et d'aller plus loin encore, non? Il y a juste une chose qu'elle m'a dit immédiatement, sono Adolfo. Elle savait. Donc, et à la fin du film, je le dis, j'aimerais que ça soit une chanson que pour moi représente ce que Lucie est pour moi. Et c'est une chanson qui s'appelle, je vous le dis, vous pouvez arriver à la maison et vous mettez la chanson et ça continue, non? La soirée, c'est une chanson de Mercedes Sosa qui s'appelle Honorer la vie, honrar la vida. Et pour moi, c'est ça qu'on voit dans le film avec Lucie, ce que j'ai vécu avec elle, des moments d'honorer la vie, dans le sens large. Donc, je vous invite à écouter cette chanson quand vous allez arriver à la maison. Et aussi aux personnes qui sont à distance, on vous voit pas, mais on vous sent. Et merci d'être là et aussi, vous pouvez peut-être connecter la chanson plus rapidement que nous, parce que vous êtes à la maison et merci d'avoir été ici. Tu sais quoi? Parce que bientôt, on va se retrouver autour d'un verre de l'amitié, puis on pourrait la faire jouer dans la salle une chanson. Merci. Et merci à Laurence et à l'équipe du Centre. Et il y a des gens aussi qui quand voient les films, disent mais tout n'est pas là. Mais non, impossible. Impossible de raconter tout. Mais je trouve que le centre est du début à la fin du film. Est présente. Le centre, ça a été ta maison, je pense. Non? Tu le vis comme ça. Ta famille. Et on vous remercie énormément pour ces moments que vous avez créés. Et pour nous, c'était clair que ça passait ici au centre parce que c'est ça, c'est sa famille. Et aussi avec des gens qu'elle s'est impliquée dans dans la société, la famille de lutte. Donc, c'est un moment magique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci, Adolfo. Et bon, avant d'aller se servir un verre, je voudrais vous inviter à notre prochain événement qui va se poursuivre sur le cinéma. En fait, on fait un printemps sous le signe du cinéma au Centraire et on va rencontrer 4 femmes engagées, donc 3 cinéastes et puis la directrice aussi du cinéma public, un cinéma de quartier, un OBNL. Donc, le 9 juin, une table ronde sur les pouvoirs formateurs et transformateurs du cinéma en éducation relative à l'environnement avec Pascal Ferland, la réalisatrice de Dans la forêt, que certains de vous avez peut-être vu, Kim Obom-Sawin, qui a réalisé plusieurs, dont Je m'appelle Humain, Diane Poitras, cinéaste et professeure à l'École des médias, l'UQAM, et Aude Renaud-Lorrain, que j'ai nommé du cinéma public. Alors, c'est le 9 juin à 19h, salle Pierre-Bourgois, l'UQAM, et tous les détails sont sur le site du Centraire. Alors, vous êtes tous et toutes bienvenus. C'est possible de se connecter à distance aussi pour cet événement. Alors voilà, ben, c'est le temps de célébrer. Donc, merci encore, puis on va mettre Honorar la vida de Mercedes.